Bonjour à tous. Un grand merci d'être parmi nous. Euh, donc j'espère que tout le monde nous entend. Si c'est pas le cas, manifestez-vous dans les commentaires. On pourra vous aider. Euh, je me présente, je suis Grégory Blin, je suis directeur marketing chez Assis. Je vous présente nos deux experts pour ce webinaire sur le SaaS. Donc, il y a Stéphane qui est Product Director chez Assis. Stéphane, bienvenue. Et Lionel, un invité, donc Lionel qui est Cloud Evangelist chez notre partenaire Oracle. Donc merci Lionel de nous accompagner pour ce webinaire. Stéphane et Lionel sont des experts du SaaS, ils connaissent très bien le SaaS et ils ont également vécu la transition du on-premise vers le SaaS. Donc vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à nous raconter sur le sujet. Alors, on se donne 30 minutes pour ce webinaire. Donc, on va voir comment le SaaS a transformé les missions de la DSI. On sait que votre temps est précieux, on va essayer d'avancer rapidement. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qu'on précise, n'hésitez pas via le chat à nous faire la demande, à nous demander de préciser un point. Et puis vous pouvez nous poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Je prends juste quelques secondes pour vous présenter Assis. Alors nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions RH, spécialisé dans la gestion des temps et la planification. Le SaaS, c'est au cœur de nos problématiques, puisque nous commercialisons deux solutions. Sourcys, qui est pensé pour les PME et qui est proposé en SaaS uniquement, et Chronos, qui est dédié aux grandes entreprises et établissements, qui est proposé en SaaS ou en on-premise. Voilà, sur le SaaS, on a choisi Oracle comme partenaire et c'est une relation qu'on valorise énormément grâce à leurs conseils et leur réactivité quand on a besoin d'eux. Donc merci encore Lionel d'être présent. Alors je vous propose pour commencer de répondre à un petit sondage rapidement. Si vous regardez sur la droite de votre écran, il y a le chat et il y a un petit onglet sondage sur lequel on propose de répondre à la question suivante: quel est le pourcentage de SaaS dans votre parc applicatif? Donc, sur l'ensemble des logiciels utilisés dans votre entreprise. Voilà. Donnez-nous votre réponse, on regardera un petit peu plus tard ce que ça donne. Alors, pour parler du SaaS, il nous semble nécessaire de partir du on-premise. Donc, quand la solution est hébergée chez vous sur des serveurs gérés par la DSI, on constate que le on-premise ne permet plus de répondre durablement aux enjeux logiciels. Et on souhaitait s'arrêter sur 3 limites qui empêchent en fait d'être performant. La première, c'est la lourdeur. Ensuite, on a la sécurité. Et ensuite, on a le sujet du hardware. Ouais, et sur l'agilité, en fait, on a tous conscience que c'est un élément qui est très important pour les entreprises, particulièrement en ce moment, et une généralisation de l'agilité qui s'appelle l'approche Lean. L'idée, c'est de délivrer de la valeur en continu. Et donc, en fait, si on ne met pas à jour régulièrement son logiciel, c'est un peu comme si vous aviez finalement une usine Renault qui fabriquait des milliers de voitures. Et comme elle les laisse sur le parking de l'usine pour un certain temps, pour 6 mois, 1 an, vous bénéficiez pas finalement des nouveaux modèles qui seraient peut-être éventuellement moins consommateurs en essence, plus performants, etc. Et en fait, la difficulté avec le stock logiciel, c'est que dans une usine, le stock, ça se voit, ça prend des mètres carrés, ça coûte très cher, mais dans le soft, en fait, on le matérialise pas, c'est parfois juste une petite case dans un diagramme d'urbanisation. Donc l'idée, c'est que le on-premise, en fait, nous empêche de bénéficier autant que possible, et il introduit un problème, c'est qu'il décorrèle le rythme de cette agilité avec l'éditeur de logiciel qui est fournisseur. Donc voilà. Pour Ok, oui, merci pour cette partie. Lionel, du coup, toi, tu voulais nous parler du hardware. Balancer un petit peu entre le cloud et on-prem. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde un petit peu le hardware, quand on va acheter, parce qu'il y a un concept d'achat dans le hardware on-prem, on va acheter une machine et on va acheter cette machine en faisant un dimensionnement. Et en général, le dimensionnement se fait sur la capacité max que l'application a besoin. Et on rajoute une petite marge pour être sûr qu'au cas où,
effectivement, on ait besoin de ressources complémentaires. Donc ça, effectivement, c'est un frein parce que dans le cloud, c'est complètement l'inverse. Et d'autre part, l'achat du serveur se fait à l'instant T. Et donc, on bénéficie à l'instant T, je dirais, des technologies disponibles. Pour pouvoir bénéficier des nouvelles technologies, il faut attendre d'acheter un nouveau matériel pour pouvoir en bénéficier. Donc tout ça, ça a un coût, puisqu'on paye pour du hardware qui n'est pas forcément utilisé. Et puis, on ne bénéficie pas, je dirais, des dernières technologies. Sur la sécurité, c'est maintenant évident que quand on regarde toutes les analyses, que ce soit Gartner, Forrester, IDC, etc., ils montrent tous que quand il y a des problèmes de sécurité, souvent, un, c'est un problème humain. Deux, c'est aussi le fait que les patchs, par exemple, étaient disponibles, mais ils n'avaient pas été appliqués. Donc ça, c'est un vrai problème dans on-prem. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus de sociétés se tournent vers le cloud en règle générale, et en particulier vers le SaaS, pour régler tous ces problèmes intrinsèques à l'on-prem. Ok, merci. Effectivement, en tout cas, c'est bien ce qu'on constate, nous. C'est vraiment cette tendance inexorable vers le SaaS. On a souhaité vous donner un chiffre très concret, c'est sur les nouveaux projets qu'on a eus en 2019 chez Assis. Il y en avait 3 sur 4 qui avaient été choisis en SaaS. Le SaaS aujourd'hui, c'est 100% des PME chez nos clients, chez nos nouveaux clients. En fait, le fait qu'on ait proposé ce hors-6 en SaaS uniquement n'a même pas été un sujet, ce qui nous a agréablement étonnés. Et puis le SaaS est présent y compris chez les très gros clients et également dans le secteur public. Donc, pour être très sincère, en fait, la vitesse de passage au SaaS sur les grands groupes ces derniers mois nous a vraiment surpris. Par rapport à ce passage au SaaS, ce dont on se rend compte, en fait, c'est l'arrivée d'un phénomène, à savoir le Shadow IT. Donc le Shadow IT, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a un risque pour la DSI de rater le train en marche, le train du SaaS qui est en marche. Le Shadow IT, en fait, ça va être les équipes métiers qui vont choisir seules leur solution. Et c'est un phénomène qui est nourri par le SaaS. Pourquoi ? Parce qu'avec le SaaS, aujourd'hui, il devient facile d'aller sur le site de l'éditeur, de regarder les solutions, voire de commencer un test gratuit, etc. Alors, derrière ça, il y a une certaine forme d'agilité qui est intéressante. On se rend compte aujourd'hui, ce qu'on constate avec une étude Gartner, c'est que il peut y avoir jusqu'à 50% des dépenses logicielles qui se font désormais sans la connaissance de la DSI, donc avec le Shadow IT. Donc, c'est pas forcément un acte malveillant, ça découle essentiellement de la facilité aujourd'hui à choisir une solution et à engager la relation avec un éditeur. Donc, on pourrait louer sur le papier cette agilité, mais ceci dit, ça soulève un certain nombre de questions. Après, je pense que le slide résume bien les différentes problématiques liées au Shadow IT. En fait, je pense que le principal problème, il y a 2 principaux problèmes. Le premier, c'est la sécurité, c'est évident. C'est le principal risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on regarde un petit peu les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui, on voit de plus en plus de clients qui mettent en œuvre ce qu'on appelle des solutions de CASB, un Cloud Access Security Broker, qui permettent de faire un état des lieux, de monitorer toutes les applications cloud et toute l'utilisation du cloud. Parce que, comme le disait Grégory, c'est tellement facile maintenant d'aller dans le cloud, on a juste besoin d'un navigateur web, on peut mettre sa carte de crédit, on a vraiment une facilité d'accès à l'information, accès aux services cloud, que du coup, ça crée des problèmes de sécurité. Et lié à tous ces problèmes de sécurité, de réglementation, et bien évidemment d'inefficacité, parce que si chaque personne d'entreprise va accéder à son propre environnement, à ses propres applications, il y a une prolifération des applications, prolifération des données, et est-ce que les données sont sécurisées? On n'en sait rien, donc du coup, tout est lié. Et tout ça a un impact non négligeable, et je pense que pour l'entreprise et pour le CEO, c'est super important, c'est qu'il y a une explosion des coûts du cloud. Et d'ailleurs, on regarde, quand on regarde Forrester et Gartner, il y a un nouveau rôle qui est en train d'être créé et qui est de plus en plus mis en œuvre dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le Cloud Cost Manager, entre guillemets, une personne dont le rôle est de monitorer les coûts du cloud et d'être sûr que la facture du cloud n'explose pas. Ok, merci Lionel.
Donc vraiment, il faut bien avoir en tête, puisque c'est notre domaine, que dans les RH, c'est un sujet qui est particulièrement vrai. Il y a beaucoup de logiciels qui peuvent être facilement choisis et mis en place par les équipes métiers, que ce soit de l'onboarding, de la gestion du temps, du e-learning, etc. Nous, chez Assis, on observe encore beaucoup de projets où la DSI intervient vraiment tardivement. Et en fait, on en souffre autant que la DSI et que nos clients parce que certains prérequis SI importants sont manqués en amont du projet et ils sont découverts trop tardivement, ce qui peut créer après des je voulais difficultés rajouter, en c'est termes de peut-être délai, voire une même de coûts évidence, mais supplémentaires. de tout temps, on a toujours dit la DSI de travailler au plus près des métiers, mais à l'heure du cloud, c'est encore plus important. Ouais. C'est vraiment pour ça qu'on a mis que le DSI doit être moteur dans le choix des solutions en interne. Alors, on voulait prendre quelques minutes pour bien reparler du SaaS et notamment de l'intérêt du SaaS. Le SaaS est là et c'est une bonne nouvelle. Il y a 6 atouts qui ressortent lorsqu'on discute du SaaS, quand on a échangé et préparé sur ce webinaire. La performance, l'opportunité que ça peut apporter, la sécurité, la simplicité, l'accessibilité et la transparence. Alors, ce sont les termes dont on entend souvent parler. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire concrètement Je ce qui parlais se de la cache derrière simplicité. En certains de fait, ces points? Lionel en a parlé, mais en fait, avant, lorsqu'il y avait une mise à jour qui devait être faite, il y avait toujours une difficulté finalement de synchronisation entre tous les acteurs. C'est-à-dire que la DSI devait se synchroniser avec le métier, avec évidemment et éventuellement l'éditeur. Finalement, ça faisait que la mise à jour, elle se fait souvent uniquement sur besoin, on va dire, impérieux. Et le fait que la mise à jour soit automatique, en fait, ça fait que c'est plus du tout un sujet de préoccupation. On l'oublie complètement, alors qu'en fait, on a tous vécu des mises à jour qui étaient toujours très compliquées, encore il y a jusqu'à quelques années dans le monde on-premise. Au-delà de la simplicité, il y a vraiment des opportunités. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait finalement de plus en plus d'outils, ça va vous faire émerger de plus en plus de besoins d'échange entre ces outils. Et en fait, en SaaS, les logiciels ont été pensés pour être ouverts. Ils n'ont pas été pensés juste pour être dans une petite boîte, dans un endroit du système d'information d'un client. Ils ont des connecteurs natifs vers des autres solutions SaaS ou des choses en on-premise et qui font qu'en fait, des projets d'interconnexion avec l'on-premise qui vous auraient paru très compliqués, je pense avec des liens avec Teams, Jira, Salesforce, même Talentsoft. Parfois, vous n'y seriez pas allé, alors qu'en fait, dès lors que vous avez passé tout ça en SaaS, ça va être beaucoup plus simple pour s'interconnecter. Donc, si on regarde les autres sujets, on va reprendre le sujet qui est assez intéressant, c'est la sécurité. Parce que la sécurité, quand on regarde un petit peu dans le passé, c'était un frein à l'adoption du cloud. C'était le premier, je dirais, sujet qui était, entre guillemets, tabou et qui bloquait les gens pour aller vers le cloud. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est passé d'un frein à un levier. Quand on regarde un petit peu les études, la majorité des clients disent qu'ils sont allés vers le cloud et la sécurité était un des éléments clés, voire l'élément clé. Quand on regarde Gartner dit maintenant la sécurité, enfin le cloud est plus sécurisé que l'environnement on-prem. Et on a fait une étude récente avec KPMG qui montre effectivement que 75% des professionnels de l'IT considèrent le cloud public comme plus sécurisé que leur environnement on-prem. Donc, c'est évident. La partie performance, l'avantage du cloud, c'est que ce que vous avez à un instant T, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui est disponible, vous en bénéficiez. Un exemple très concret, bon, je vais parler un petit peu d'Oracle, mais c'est valable aussi pour les autres acteurs du cloud. Une application SaaS repose sur une infrastructure. D'accord. Nous, on a sorti il y a quelques semaines la dernière version qui supporte le dernier processeur AMD qui non seulement permet de réduire les coûts par rapport à un processeur Intel, mais a d'énormes avantages en termes de performance, donc intrinsèquement dans la puce. Et donc, on bénéficie de ces performances et c'est immédiatement disponible. Donc, les clients en bénéficient tout de suite.
L'autre chose, effectivement, ce qui est important dans le cloud, tous les acteurs du cloud ne sont pas au même niveau, mais la transparence des prix. C'est-à-dire que vous allez en dehors de l'accès facile à l'information et au service cloud, vous avez le prix qui est disponible. Tous les acteurs du cloud, que ce soit en IaaS, en PaaS ou en SaaS, mettre à disposition leur prix. Il y a des calculateurs de prix, donc vous pouvez savoir à tout moment ce que vous pouvez, quel est le prix, puisque le concept du cloud, c'est vous payez ce que vous consommez. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'il y a des coûts cachés. Donc, en fonction des acteurs du cloud, il faut faire attention que, encore une fois, votre facture n'explose pas parce que les coûts ne sont pas forcément attendus. D'où l'avantage du SaaS, puisque vous avez un prix à une souscription qui est adressée par l'éditeur, en l'occurrence ici à A6. Donc, vous êtes rassuré. Oui, tout à fait. On a une facturation de ressources gérées dans Et dans le les dernier point, logiciels. c'est sur l'accessibilité. C'est facile de se connecter de n'importe où. On discutait en préparant ce séminaire, effectivement, un prospect d'A6 qui était en Martinique ou en Guadeloupe. Donc c'est la France, hein, mais il faut pouvoir se connecter. Et donc du coup, et c'est peut-être plus pertinent de se connecter à une région, un data center qui est aux États-Unis, qui est plus proche d'un point de time zone, que effectivement en France. Donc, l'accessibilité est importante, mais derrière, il faut aussi qu'on puisse héberger les différentes régions et les différentes applications dans ces différentes régions. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment ces caractéristiques-là qui font que le SaaS nous permet de répondre à beaucoup d'enjeux et notamment aux enjeux RH. Aujourd'hui, nous, on distingue 3 grands enjeux RH. C'est la gestion des données personnelles. C'est très important et il y a des enjeux de sécurité et de confidentialité, parce que souvent dans les données RH, il y a des données très confidentielles. Il y a un enjeu aussi qui est celui de la simplification de la vie des collaborateurs. Il faut que les outils soient simples pour que les collaborateurs puissent juste se concentrer sur leur métier, qu'ils passent pas des heures à gérer de l'administratif RH. Et puis le dernier point, dernier enjeu, c'est l'usage au quotidien de ces outils, parce que les outils RH ont cette caractéristique d'être des outils utilisés par tout le monde et tous les jours, dans la plupart des cas. Donc il faut vraiment que ce soit des outils accessibles, simples, etc. Alors, je vous propose maintenant qu'on a bien fait, qu'on a pu dépeindre un peu pourquoi l'on-premise, pourquoi le SaaS monte et qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'on se penche sur ce que ça impacte, ce que ça change d'un point de vue DSI. En fait, on a compris, il y a un changement de paradigme qui se crée pour le DSI, et donc forcément, ce sont des nouvelles missions en fait, qui le émergent. nouvel enjeu du DSI 2.0, c'est rester finalement maître des outils en interne, mais aussi dans le même temps, et c'est important de porter l'innovation en fait, tout en respectant finalement des enjeux en termes de conformité d'une politique IT avec des prérequis de toujours respecter les standards, notamment sur la localisation des données en France ou au minima en Europe, la performance. Tout ce qui est sécurité également, notamment les suivis des bonnes pratiques en termes de single sign-on, le fait d'avoir une authentification unique, et également de construire dans son schéma de système d'information des stacks, des outils qui sont complémentaires et vraiment interconnectés. Une dernière élément, c'est toujours c'est aussi en regard par rapport au coût, de vérifier la disponibilité. Est-ce que l'application est toujours disponible? Est-ce qu'elle est utilisée réellement? Ça peut arriver que finalement elle ne rencontre pas de succès. Et aussi, est-ce que les usages sont bons? C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine RH, on s'imagine bien que ça pourrait être un problème de laisser sur un Google Drive public l'ensemble des salaires. Donc, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dérive par rapport à ces éléments-là. Alors, ça nécessite finalement un changement de culture. C'est-à-dire, ce qui est nouveau, c'est que par rapport au Shadow IT, le risque, c'est que vous soyez moins sollicité en amont. Donc, en fait, il va falloir qu'il y ait une veille permanente pour proposer et tester des outils et plus encore, trouver les moyens finalement que vos utilisateurs ils aient le cadre, un bon cadre qui leur permette d'être autonomes. Finalement, si on fait un parallèle, on va leur apprendre à pêcher, c'est plutôt que de leur donner du poisson, on va leur apprendre à formaliser les besoins et éventuellement proposer des outils. Voilà.
Oui, je pense que ce qui est important, et je pense que Stéphane l'a bien dit, c'est le concept d'innovation. Il faut bien que les directions métiers voient la DSI comme un facilitateur, et amenant de la valeur ajoutée et permettant d'innover. Maintenant, c'est un peu comme le concept de délégation. Délégation ne veut pas dire ne pas faire de contrôle. Donc, dans le même concept, ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre en place des solutions comme Casby qui permettent de monitorer ce qui se passe, mais il faut aussi que la DSI soit au plus près des métiers, travaille de main dans la main. Et pour pouvoir faire l'innovation, il faut être, je dirais, au courant de toutes les évolutions, de toutes les évolutions technologiques. Donc la veille technologique a encore plus d'importance. Et souvent, ce qui est vrai, et en particulier avec le SaaS, mais plus on descend dans les couches du cloud, parce que le cloud en général, il y a SaaS, PaaS et IaaS, le SaaS apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc la DSI pourrait se dire, est-ce que j'ai encore un métier, entre guillemets, puisque le SaaS, entre guillemets, fait tout pour les utilisateurs. J'ai plus besoin de DSI, à part effectivement vérifier la connectivité, ce genre de choses. Non, il y a plein de choses qui sont faites pour le SaaS, mais il y a encore des choses à faire pour la DSI. Le cloud, encore une fois, c'est le SaaS, mais c'est pas que le SaaS. Il y a d'autres applications qu'on ne peut pas mettre en SaaS, qu'on est obligé de mettre en PaaS ou en IaaS. En tous les cas, l'objectif, c'est que la DSI se focalise sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée et non pas ne servir, entre guillemets, mais je suis un peu provocateur, à faire passer des patchs, à faire des sauvegardes, ce genre de choses, entre guillemets, basiques que font des DBA. Donc, souvent, quand je fais des séminaires, on a tout un tas d'innovations autour de la base de données autonome. Les DBA venaient me voir à la fin, ils me disaient, est-ce que j'ai encore un métier? Et je dis, oui, il y a toujours un métier. Effectivement, on vous optimise les tâches qui étaient un peu rébarbatives, mais il y a des choses à faire. Et encore une fois, passez votre temps, c'est de la prioritarisation du temps passé sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais, c'est intéressant, merci Lionel. Et du coup, une fois qu'on a vu ces missions, la question qu'on va se poser, c'est celle des compétences. Quelles sont les compétences nouvelles et les connaissances nouvelles trois éléments. nécessaires D'une part, sur les pour compétences mener à techniques, bien Lionel ces en a missions? parlé. Il faut, on va bouger des architectures, enfin de la connaissance des architectures techniques entre une base de données, un serveur d'application. Quand on va migrer vers le SaaS, ça va plus être forcément un sujet où il va falloir être spécialiste de ça. Par contre, il va falloir aller sur plus d'interopérabilité, de raisonner compatibilité, SSO, API, en termes et également d'aller plus vers de l'urbanisation plutôt que de l'architecture. C'est-à-dire que où sont vos données, maîtres, esclaves, quels sont les temps de latence, comment se passe l'interconnexion avec le cloud en termes de sécurité, en termes de réseau. Ça va aussi vous demander finalement des nouveaux soft skills dans votre relation avec les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment avoir plus d'interaction et plus de dialogue pour comprendre les besoins et trouver la bonne solution. Le dernier point, c'est l'accompagnement. En fait, en termes de prévention, il va falloir que vous travailliez sur des règles du jeu pour éviter les situations de blocage par rapport à la Shadow IT. Parce que sinon, vous allez être en porte-à-faux vis-à-vis parfois des directions métiers. Donc, avoir un processus de choix d'outils, des interlocuteurs, ça nécessite de la pédagogie. Également aussi d'apporter de façon pédagogique des technologies comme au plus grand nombre pour comprendre l'impact. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas sur l'intelligence artificielle, les chatbots. La DSI va analyser finalement le besoin métier et va expliquer au métier aussi ce qui est possible ou non à l'état de l'art technologique. Oui, c'est pour ça que la plus grosse difficulté des DSI, c'est la veille continue. Et à l'heure du cloud, même nous en interne, on a du mal à suivre. Il faut toujours être au taquet, entre guillemets, à suivre les évolutions technologiques. Alors, on est un acteur du cloud, donc je me mets à la place des clients et moi, j'ai beaucoup de retours là-dessus. C'est le plus gros challenge. Donc, d'être au courant des nouveautés technologiques et non seulement des nouveautés technologiques, mais comme disait tout à l'heure Stéphane, c'est est-ce que je peux les mettre en place? Est-ce que c'est le bon moment? L'urbanisation est clé, savoir quelles applications peuvent bénéficier de ces évolutions. Et la DSI est là pour conseiller les métiers dans ce chemin vers le cloud. Ok, merci. Écoutez, je vous propose de passer maintenant, on va essayer de peut-être donner des conseils sur les étapes suivantes. Juste avant, je vous propose un petit point sur notre premier sondage. Merci à ceux qui y ont répondu. On vous avait demandé quel était le pourcentage de SaaS dans le parc applicatif.
Et en fait, dans la majorité des réponses, c'était moins d'un quart, donc des logiciels au sein de l'entreprise qui étaient en SaaS. Donc c'est vraiment un chiffre intéressant. Je vous invite à regarder là-dessus. Il y a des études, celles liées au Shadow IT, où en fait on se rend compte qu'il y a des dizaines d'applications SaaS qui sont utilisées en interne, jusque du Google Drive, ou voire des Gmail, des choses comme ça. Voilà, donc finalement la part est parfois plus importante que ce qu'on peut penser. Et donc là, on vous propose un deuxième sondage. Tout simplement, c'est si vous avez une cartographie applicative de vos applications. Vous verrez, on va en reparler un petit peu plus loin. Alors, dans cette dernière partie du webinaire, on a 2 points qu'on voulait évoquer avec vous. Le premier, c'est de dire, d'accord, OK pour le SaaS, OK pour les missions. Me voilà face à une solution SaaS, laquelle je prends. Alors, on va essayer de pas rentrer dans les clichés, mais voilà, il faut faire la distinction entre le bon SaaS et le mauvais SaaS. Stéphane et Lionel, on va juste prendre quelques minutes sur ce slide-là pour tenir nos engagements de temps. Est-ce que vous pouvez penser nous SaaS, faire un en fait, point c'est vraiment que l'outil, vérifier que l'outil est pensé SaaS du point de vue du fournisseur. C'est-à-dire que est-ce que vous devez l'interroger sur sa fréquence de livraison? Est-ce qu'il fait bien des mises à jour automatiques ou alors c'est à la demande? Est-ce qu'il a bien le SSO? Si on a un fournisseur qui est finalement assez évasif sur la fréquence ou qu'en fait vous comprenez que c'est à la demande ou tous les 3 mois ou parfois même tous les ans, c'est qu'intrinsèquement votre fournisseur finalement il est plutôt dans une logique d'hébergement qu'une vraie offre SaaS et vous n'allez pas bénéficier finalement des promesses du SaaS. En termes de connectivité et d'accessibilité, il faut évidemment que vous ayez la possibilité de connecter à des solutions tierces. Je pense au cas de Chronos, des logiciels de paye, des logiciels de remplacement, d'intérim, de BI, etc. Vous pensez aussi à la partie API. Donc, est-ce qu'elles sont documentées? Est-ce qu'on peut automatiser des choses? Et le dernier point, sur la partie connectivité et accessibilité, c'est évidemment le support des navigateurs. On a de plus en plus de gens, notamment avec le télétravail, qui sont parfois obligés de switcher avec un matériel personnel. Il ne faudrait pas que vous excluez une population, par exemple, qui travaille sous Chrome, iOS, Linux, navigateur ou operating system un peu différent de ce que vous utilisez habituellement. Un point aussi sur le niveau standardisation, c'est-à-dire que dans le SaaS, on essaye de faire d'avoir une politique de roadmap qui soit très claire, avec un périmètre fonctionnel, parce que une roadmap qui est claire et qui est focus, finalement, c'est une garantie de performance, des bugs en moins, etc. Dès lors que on rentre l'éditeur rentre dans une logique très forte de spécifique et finalement en termes d'urbanisation ça va poser des problèmes en termes de fiabilité mais ça va aussi poser des problèmes en termes d'urbanisation et notamment il faut peut-être envisager de traiter ça sous forme de microservices à côté sans être intégré au cœur du logiciel parce que ça a des impacts en fait en termes de fiabilité. Les gestions de flux, dernièrement, il faut dans une ancienne vie, moi j'avais été surpris, on me parle encore d'intégration, alors ça arrive, hein, c'est pas tabou, mais il faut raisonner avec les nouvelles approches de flux modernes, c'est-à-dire des bulles de données, et mettre un peu de côté progressivement tout ce qu'on entendait, les flux HTTP, les flux FTP, les flux de badge de nuit, etc. Ça, c'est pas penser nativement ça, si vous restez dans cette logique-là, vous n'allez pas bénéficier de tous ces apports-là. Voilà, et le dernier point, c'est par rapport à ce qu'on appelle le SLA, donc Service Level Agreement. C'est le fait que, effectivement, quand vous faites appel à un fournisseur de SaaS, il y a des SLA qui vous garantissent qu'en cas de rupture, je dirais, d'accès au système, vous pouviez demander en contrepartie des crédits complémentaires pour pouvoir utiliser la solution. Donc ça, c'est super important. Et dans notre offre en particulier, comme tous les acteurs du cloud, il y a des SLA de disponibilité. On a rajouté pour aider en particulier nos clients et nos partenaires comme Assis des SLA autour de la manageabilité et de la performance. Donc avec ça, pour être au mieux pour nos clients et nos partenaires, pour pouvoir bénéficier au mieux de la technologie et les avantages du cloud. Ok, merci beaucoup pour ces éléments qu'on vous invite donc à prendre en compte la prochaine fois que vous considérez des solutions SaaS. On arrive à notre dernier slide qui est auquel on tient parce que on voulait pas vous laisser comme ça. Voilà, on voulait vous finir en vous donnant des actions concrètes pour
engager un passage vers le SaaS. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, voilà, on voulait vous proposer 6 donc une actions des premières actions qui mettre, nous paraît importante, c'est à mettre en de place pour cartographier de réussir façon claire votre système d'information, les logiciels, les flux, etc., pour voir la compatibilité et votre plan de transition. Il existe des logiciels de cartographie ou des principes de cartographie comme le TOGAF qui peuvent être intéressants. Le deuxième point, c'est en termes de modélisation. Excuse-moi. Excuse-moi, Stéphane. Ouais, je me permets d'intervenir sur la cartographie, du coup je rebondis sur le sondage, hein, c'est une majorité de gens qui ont déjà une Donc ça, c'est très cartographie bien. Le deuxième point, de c'est leur récit, mais avoir un pas tout le modèle monde. consolidé des coûts, ne pas superposer les coûts de licence et d'infrastructure en interne. Il y a des coûts supplémentaires. Je pense que les DSI sont bien au fait de ce sujet-là, mais parfois les directions métiers le voient pas tout à fait pareil. Il y a des coûts humains, des coûts de management, des coûts d'opportunité. S'il s'agit de recréer un deuxième data center pour juste un logiciel qui prend un peu de perf, c'est gênant. Et en termes de justement de performance et notamment de sécurité, faites des tests, enfin ou au moins assurez-vous que votre fournisseur fasse des tests de performance avec des rapports et également que quelque part l'éditeur ne soit pas victime de son propre succès, c'est-à-dire que on connaît tous les explosions des logiciels comme Zoom ou comme Teams d'ailleurs, qui ont été victimes de leur succès. Il faut vérifier qu'ils en ont sous la pédale pour si jamais vous avez une augmentation significative de charge. Enfin, augmenter la fréquence de mise à jour. En amont, si votre logiciel est on-premise, finalement, il va falloir commencer à anticiper, à augmenter le cycle des mises à jour. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'identifier les freins en interne, en interne ou même en externe, mais pour des mises à jour fréquentes. Et finalement, là, vous allez pouvoir commencer votre transformation en interne. Vous allez voir que les choses bougent très vite. Et aussi, l'élément important, et nous, de bien challenger l'éditeur sur sa fiabilité, sur ses montées de version, pour qu'on avance vraiment à un rythme qui soit commun et soutenable. Voilà. Oui, donc par rapport à effectivement ce que disait Stéphane, je ne vais pas parler longtemps, mais le point important, la cartographie, hein, puisque ça vous permet de savoir quelles sont les applications qui sont éligibles à aller vers le SaaS. Et encore une fois, aller vers le cloud, ça ne veut pas dire forcément aller vers le SaaS. Ici, aujourd'hui, on parle du SaaS et c'est tous les bénéfices apportés par le SaaS. Mais il y a aussi la possibilité d'aller en mode IaaS ou PaaS. Encore une fois, je vous recommande de regarder un petit peu les différentes options pour aller vers le cloud, mais le SaaS est celle qui apporte le plus de valeur. Donc il y a l'aspect coût, effectivement, il y a des questions sur le chat aussi par rapport au coût qu'on va adresser par la suite, mais il y a aussi la diminution du risque, meilleure sécurité. Il y a tout un tas d'avantages, même si c'est vrai que souvent on associe le cloud à la réduction du coût, mais il y a tout un tas d'éléments complémentaires qu'il faut prendre en compte. Et puis après, j'aurais tendance à dire qu'il y a des éléments déclenchants. Vous avez peut-être votre direction qui vous dit moi j'ai vu des situations, Gap par exemple aux États-Unis, un client que tout le monde connaît, le CEO a dit à horizon 2022, je veux 80% des applications dans le cloud. Donc il faut faire. Vous n'avez pas le choix, il faut exécuter. L'autre point, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas faire une big bang. Même dans ce contexte-là, je suis ce qui se passe, ils y vont progressivement. Donc c'est vraiment important et il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Encore une fois, je réinsiste sur la direction métier et les directions informatiques, travailler ensemble. Ah, merci, c'est intéressant. Ce qu'on comprend, c'est de vos retours, c'est aussi que le SaaS, c'est pas uniquement une histoire de coût. Alors, il y a un sujet, et d'ailleurs, il y a une question qui a été posée, on va la prendre, mais c'est aussi une histoire d'opportunité pour le développement de l'entreprise. Moi, je lisais quelque chose sur le sujet qui disait que un DSI ou un DRH, son métier, c'est pas de Ce réduire qui est les vrai coûts, d'un c'est point de vue d'aider au développement de éditeur l'entreprise. aussi, c'est que on regarde les sociétés Très bien. éditeurs comme Assis qui proposent une offre SaaS sont à 5 à 6 fois plus valorisées que des éditeurs qui ne proposent pas d'offre SaaS. Donc pour ceux qui sont en bourse, ça a un impact non négligeable. Ouais, je sais. Bientôt. On n'est pas à vendre, tant que je sache. J'ai une bonne information. Très bien. Eh ben, merci, messieurs. On a fini pour nos slides.
Merci à tous les participants de nous avoir suivis. Maintenant, je vous propose qu'on prenne du temps pour répondre à vos questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. Je propose de commencer avec une remarque qui a été faite par Valérie, qui a dit que le SaaS pose quand même un gros problème aux collectivités territoriales, car l'État nous contraint à réduire au maximum notre coût de fonctionnement. Or, avec le SaaS, il explose. Alors, ça rejoint quelques éléments que vous avez évoqués sur le sujet. Des coûts d'investissement qui, en général, sont séparés des coûts de fonctionnement. Et c'est vrai que là, il faut réussir à montrer sur une globalité. En général, les acteurs SaaS, ils font en fait, ils intègrent sur 3 ans ou ça dépend de nombre d'années, et en fait, on fait un coût, ce qu'on appelle un coût total de possession, le TCO, et normalement, c'est des éléments qui doivent permettre de voir qu'au final, entre tous les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, tout le monde est gagnant. Après, le risque, encore une fois, c'est que plus il y a d'applications SaaS, plus effectivement le risque peut exploser. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir ce qui est utilisé. Donc, le risque, il est là. Mais après, Stéphane a raison. Et même nous, Oracle, on a des services gratuits qu'on a à disposition de nos clients, nos partenaires, pour faire des études de TCO, pour montrer entre on-prem et le cloud, que ce soit SaaS, PaaS ou IaaS, la valeur ajoutée et le coût, effectivement, le TCO que l'on peut obtenir. En fait, le sujet, ce que je comprends, c'est pas tant le coût d'un logiciel en tant que tel, mais le fait qu'il y ait différents logiciels en SaaS avec des budgets qui vont être supportés pas uniquement par la DSI, mais éventuellement, il y en a un qui va être payé un peu par le marketing, un peu par les RH, etc. Et effectivement, c'est là où prendre en compte tous les axes de coût, comme le disait très bien Stéphane, et tous les axes de coût. C'est pas qu'un coût licence, c'est tous les coûts derrière intrinsèques. Ouais, ok. Lionel, moi j'ai une autre question pour toi qu'on entend souvent, c'est sur la sécurité, c'est l'hébergement, le lieu d'hébergement, où en fait on a des clients qui nous disent ah non mais nous il faut que ce soit en France, voilà, on a peur de où vont être hébergées les données. Qu'est-ce qu'on va pas se cacher. Donc Oracle entre guillemets en fournisseur de cloud sur la partie IaaS, on est arrivé un peu en retard par rapport à nos concurrents Amazon ou Azure, et effectivement on avait comme on était en retard, il a fallu choisir des régions où on a implémenté nos services. Donc, par contre, entre-temps, on a apporté beaucoup d'innovations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et on a une roadmap très agressive en termes de déploiement de nos régions et de nos data centers. On a aujourd'hui un plan à horizon 2020 d'avoir 36 régions au niveau mondial. L'année prochaine, la France, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de data center en France, sera disponible. Ça, c'est le premier point. Et puis tous nos data centers, on fait une certification de tous les différents standards que l'on peut avoir et qui sont des prérequis pour certaines industries. Je pense à PCI DSS pour la partie banque et finance. On a parlé de HDS pour les données de santé, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, on est en train de certifier tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, on a fait des choix. D'être très agressif en termes de data center région. Donc, on va avoir la France. 2, d'avoir aussi, c'est ça qui est important aussi, d'avoir du disaster recovery entre régions, puisque maintenant, on a des data centers un peu partout, même en Europe. On a Amsterdam, on a Zurich, on a Francfort, on a Londres. Maintenant, c'est pas vraiment dans l'Europe, mais bon, voilà, en tous les cas, ça permet de bénéficier de proximité, et on a rajouté des différents data centers ou des régions dans d'autres pays au niveau Europe. Voilà. Ok. Et de ma compréhension avec le RGPD, ce sont de toute façon les mêmes contraintes de sécurité. Ouais. Et on travaille, donc là on est certifié, ça c'est parti sur la partie RGPD, mais on travaille surtout à certifier tous les différents standards et compliance qui sont imposés par certaines industries. Ok. Il y a une question d'Audrey qui nous parle des outils de monitoring des applis cloud que tu as évoqués. Est-ce que tu peux nous donner les noms, ça s'appelle CASB, donc CASB, donc Cloud Access Security Broker. Donc nous, Oracle, on a une solution, mais il y a des solutions autres sur le marché, mais c'est vraiment des solutions que nos clients mettent en œuvre de plus en plus pour tout mesurer en termes de consommation cloud. Et ce qui est intéressant, donc on a des retours d'expérience chez nos clients,
Et un des premiers gros consommateurs de cloud, c'est Office 365, puisque Office chez Microsoft est maintenant en cloud. Donc, on parle de SaaS, mais le cloud touche tous les, je dirais, besoins d'entreprise, même la bureautique. Encore une fois, le premier acteur de bureautique, c'est étant Microsoft. Et ben, les coûts peuvent exploser, ne serait-ce que par la bureautique. Ok. Stéphane, est-ce Il que y a toi, des tu as outils un autour outil de de Google monitoring Analytics, que ce tu genre de choses, mais après, il y a des outils. Après, Après, c'est très vaste parce qu'il y a des outils plutôt orientés performance. Je pense à Neuralink, Dynatrace, App Dynamics. Et il y a des outils plutôt de suivi, il y a des outils plutôt de log. Là, il faudrait quasiment faire un webinar. C'est une bonne idée d'ailleurs sur le sujet. Donc, mais par contre, n'hésitez pas à me prendre contact avec nous. Je vous répondrai avec plaisir. Mais je veux pas trop dépasser parce qu'il y a encore une autre question et du coup, je vais. Très bien. Alors, je vous propose. En fait, c'était sur la résilience, parce que je voyais ça sur la résilience du SaaS et les coûts qui varient en fonction du décès. Voilà, je veux laisser peut-être Lionel en parler. Pardon, j'étais en train de copier l'URL pour vous envoyer pour la case B, donc je reviens. Il y a une question de Mimoun qui dit la résilience du SaaS. Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, ça dépend du fournisseur. De la devise. Bon, moi, je sais ce qui se passe à la concurrence, mais je vais quand même parler de Oracle. Hein. Donc, Oracle, c'est le même prix, quel que soit le data center. Donc, il n'y a pas de différence de prix. Les prix sont publics. Vous pouvez, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un cost estimator qui permet de savoir combien ça coûte. Et vous pouvez choisir la devise. Donc, c'est bien sûr le prix, on applique le taux de conversion au jour J, mais l'avantage, c'est qu'on a un concept aussi de ce qu'on appelle l'universel credit. C'est-à-dire que vous consommez, vous dites, voilà, je veux consommer tant de services cloud. Et donc, c'est un montant mensuel. Vous pouvez le dépasser, vous pouvez en dépenser moins, mais vous avez accès à tous les services actuels et futurs. Et chaque service a un prix basé à ce que en général, c'est ce qu'on appelle au CPU, qui est une métrique disponible chez Oracle et chez les acteurs de cloud. On parle de vCPU, mais c'est un peu la même chose. Mais en tous les cas, c'est le même prix. Et surtout, ce qui est important, et ça, je pense que Stéphane en a parlé un petit peu sur la partie tester le réseau, etc. Dans les acteurs de cloud, il y a les coûts entrants et les coûts sortants. On parle d'ingress ou egress. Donc ça, faut bien vérifier ça parce que pas mal de clients, un des leaders du cloud, se sont plaints que leur facture cloud explosait et en particulier pour les coûts sortants. Donc ça aussi à mesurer. Et effectivement, le coût n'est pas le même en fonction des régions chez certains éditeurs de cloud. Okay. J'en vois une autre, je crois. Ok. Oui. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Non, c'était une remarque en fait. La résilience peut-elle être entre des décès sur plusieurs plaques continentales? En général, on évite enfin, Lionel, tu m'arrêtes, mais on évite, sauf des problèmes vraiment gravissimes, de changer complètement on va pas basculer de Francfort aux États-Unis. Par contre, on se back souvent entre soit des zones de disponibilité dans une même région. Je crois que vous avez des choses entre Francfort et Zurich qui marchent bien, ou alors aller un peu plus loin si jamais il y avait un problème. Après, ça peut avoir un sens pour les grands groupes internationaux. Par contre, pour des clients, je dirais franco-français, ça n'a pas forcément d'intérêt, sauf effectivement cas extrême, comme je le dis tout à l'heure, pour des clients qui sont des clients français, mais qui résident, je sais pas, à La Réunion, donc proche de l'Afrique, ou des clients qui sont en Guadeloupe et en Martinique. Dans ces cas-là, il faudrait peut-être être plus proche d'un data center américain, comme je dis tout à l'heure. Mais sinon, Stéphane a tout à fait raison. Très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là s'il n'y a plus de questions. Merci à tous, une fois de plus, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous pouvez nous laisser une note et des commentaires. On vous invite à le faire. Ça nous aide à progresser, à être meilleur de webinaire en webinaire. On va vous envoyer le support que vous avez vu là par email. Et puis, du coup, n'hésitez pas à nous faire un retour dans cet email aussi sur ce que vous avez pensé du webinaire, si vous avez des questions, etc. Voilà. Lionel, Stéphane, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.